Michel, je commence par toi. Est-ce que, au final, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps ou pas? Eh bien d'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je dirais d'une manière générale, amis de la science. Voilà. Je vais répondre à la question. Alors, donc, on n'est de loin pas les premiers à se préoccuper de la possibilité, dans la terminologie antique, d'autres mondes dans l'univers. Alors attention, ça ne veut pas dire, la vision moderne, d'autres mondes, d'autres planètes et des choses comme ça. C'est une vision plus globale. Est-ce qu'il existe d'autres univers comme ça? Ça, c'était déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ dans le monde grec. Donc c'est incroyable d'imaginer les philosophes grecs discutant de cette question-là, qui s'est trouvée renforcée d'autant plus après par les atomistes. Les atomistes, c'est les gens qui avaient dit la plus petite particule de la matière qui a les mêmes caractéristiques que le tout. Donc si on prend un morceau de fer, on le coupe, on le coupe, on le coupe, et ils imaginaient, à un moment donné, il existe une chose, la plus petite, qui garde les caractéristiques du tout. Et ils appelaient ça un atome. Et donc, c'est évidemment philosophique, ils n'avaient pas les moyens de le faire, comme ça. Et ils disent cette phrase remarquable, je ne vois pas pourquoi la nature aurait épuisé l'utilisation de ces atomes pour ne former qu'un seul monde. Et ça, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ça s'est perpétué tout au long de cette période. En particulier, il y a une lettre très célèbre d'Épicure au 4e siècle avant Jésus-Christ qui dit, comment dire, il est persuadé qu'il doit y avoir une infinité de mondes dans le cosmos. Et plus loin dans la même lettre, il dit, je ne vois aucune raison pour que certains de ces mondes soient habités d'espèces similaires à celles que l'on a, et d'autres mondes qui ne le seraient pas. Donc, ils avaient déjà ce double, comment dire, ce doute. Tous les mondes n'ont pas peut-être la possibilité d'avoir de la vie. Donc, c'est hallucinant de voir cette qualité de présomption, enfin d'imagination, qui s'est perpétuée pendant tout le Moyen-Âge européen. Et on a des théologiens, des philosophes, etc. On a un seul avantage sur eux, c'est que la technologie nous a permis de transformer ce rêve en réalité. Mickaël, je me tourne vers toi, même si la question peut évidemment s'adresser à Michel. L'envie de chercher des exoplanètes, comment ça vient au final? En fait, c'est l'envie de comprendre l'univers dans lequel on vit, c'est l'envie aussi de chercher d'autres êtres peut-être vivants, pensants. C'est aussi l'envie de comprendre l'origine de notre système solaire, comment les planètes se sont formées, est-ce que c'est un phénomène universel, est-ce que c'est une particularité cosmique. Par exemple, au début du XXe siècle, on pensait que le système solaire était quelque chose d'assez unique, il était le produit d'une sorte d'accident, d'une rencontre entre deux étoiles, et que les systèmes planétaires étaient très rares. Et je pense que ça fait partie de la curiosité humaine de s'interroger sur l'univers dans son ensemble, et s'interroger sur la présence de planètes, c'est évidemment, c'était naturel que cette envie, que cette question se pose. Et elle s'est posée directement dès ce qu'on appelle la révolution copernicienne, donc à partir du moment où Nicolas Copernic a proposé que en fait, la Terre n'était pas le centre de l'univers, on est au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon, là, directement, certains se sont dit, comme Giordano Bruno par exemple, un philosophe italien, se sont dit, si c'est le cas, alors peut-être que les étoiles dans le ciel, là, ce sont aussi des soleils. Si le soleil est le centre d'un système, peut-être que ce qu'on voit là au bout, ce sont aussi des soleils, et qu'il y a des planètes autour. Et cette question, elle est restée là sous forme de spéculation, jusqu'à ce que Michel y réponde. Justement, à ce propos, Michel, on va un petit peu remonter dans le temps. On est en 1994. Et avec ton étudiant en thèse de l'époque, Didier Queloz, à l'Observatoire de Haute-Provence, vous êtes quasiment certain de découvrir la première exoplanète avant de le confirmer en 1995. Humainement parlant, comment ça se passe? Quel est le ressenti à ce moment-là? Peut-être je vais revenir un tout petit peu en arrière. Donc moi, j'ai travaillé d'abord, j'ai fait ma thèse de doctorat
dans l'étude des galaxies spirales. Donc vous avez ces gros systèmes, 200 milliards d'étoiles, liés par la gravitation, qui ont des bras en forme de spirale, assez étrange, hein, que la nature crée des structures aussi grandes que ça, qui aient ces formes-là. Voilà, c'était les questions des années 60. Comme ça. Et à un moment donné, je me suis préoccupé de me dire, j'aimerais avoir des mesures des orbites des étoiles qui sont peut-être perturbées par ces structures. Donc, ça a été pour moi un virage important. J'ai commencé à m'intéresser à la mesure des vitesses d'étoiles. À l'époque, c'était extrêmement ennuyeux comme technique. Là, on a tout d'un coup eu quelques idées qui permettaient de simplifier beaucoup la mesure des vitesses d'étoiles et graduellement, au cours des années, de construire des nouvelles générations d'instruments qui étaient de plus en plus précis. Alors on parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instrument qui est celui qui a permis la découverte de la première planète, il permettait de mesurer des changements de vitesse des étoiles de la vitesse de 13 mètres par seconde, c'est-à-dire un vélomoteur, hein, comme ça. On pouvait, s'il changeait sa vitesse d'une vitesse de temps là, on était capable de mesurer. C'est incroyable. Une étoile qui est à 100 années-lumière ou je ne sais pas quoi, et puis, comment dire, on mesure des changements de vitesse comme ça. Maintenant, on fait beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc, j'ai été, en fait, je partais d'un tout autre problème, et puis l'intérêt pour la technologie, l'amélioration des instruments m'a lentement conduit vers ce domaine des exoplanètes, qui était un domaine, comment dire, peu favorisé, peu prioritaire. Dans les années 80, eh bien, il y avait en gros, je dirais, 4 groupes de 2 personnes à l'échelle mondiale, ce qui est rien du tout, rien du tout. C'était un sujet qui avait même une mauvaise réputation, parce qu'il y avait eu beaucoup de fausses alertes. Donc, voilà, on n'était pas tellement motivé par ce domaine-là, et tout d'un coup arrive ce nouvel instrument qui nous permet d'arriver juste à la précision qui permettait de détecter éventuellement l'effet indirect de la présence d'une planète. Vous avez l'étoile ici et vous avez la planète qui tourne. On ne la voit pas, mais par contre, on peut peut-être détecter les tout petits changements de vitesse de l'étoile. Mais il faut être précis, avoir un instrument qui permet de le faire, et c'est ce que l'on a fait. Alors ça commence avant, ça commence en 88, par là. On commence à concevoir un instrument avec un opticien français. Après, on demande de l'argent, parce que ça ne vient pas tout seul. Et puis, on récolte, disons, on contacte différents collègues, ingénieurs, mécaniciens, informaticiens, etc., opticiens, pour réaliser cet instrument. Et c'est à ce moment-là que Didier était mon étudiant. Et puis, il arrivait au moment de débuter une thèse. Et puis, je lui ai dit, tu ne voudrais pas monter dans ce bateau? Et c'est comme ça que Didier s'est joint à notre équipe. Et puis, on était partant pour trouver des planètes ou d'autres étoiles avortées. Il y avait 2 buts différents, d'autant plus que les planètes géantes, donc comme Jupiter, hein, les plus grosses, celles qu'on pensait découvrir en premier, eh bien, la théorie nous disait qu'elles ne peuvent pas avoir de période plus courte que 10 ans. Jupiter, Saturne, tout ça va très bien. Donc, on se disait, c'est quand même un peu pénible hein, de travailler pendant 10 ans avant d'avoir éventuellement un résultat. Et donc, comment dire, on a commencé notre programme au hasard. On n'a aucune raison de penser que cette étoile est plus favorable qu'une autre. Et après, très rapidement, on découvre un objet qui a une période orbitale de seulement 4,2 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète met 4 jours pour tourner autour de son étoile. La Terre, vous le savez, met 365 jours. On n'a aucune planète qui tourne en coup de 4 jours autour du Soleil. Et donc, c'était un désaccord d'un facteur 1000 avec la théorie. Bon, le minimum, c'est d'être un peu prudent avant de publier, d'autant plus que je vous dis, ce domaine avait une mauvaise réputation. Et comment dire, d'où le fait qu'on a attendu une année pour répéter les mesures, et éliminer tout ce qui pouvait être d'autres explications. Et puis on s'est lancé, on a publié le papier, l'annonce. Et puis depuis là, ça a été le feu. Comment dire, on sous-estimait ce qui s'est passé. On était un peu naïf dans ce domaine-là, en sens que tout d'un coup, c'était l'avalanche des médias, de l'intérêt du public et tout pour ce domaine-là, et qui actuellement fait qu'il y a 5000, hier, il y avait 5009 planètes découvertes.
Voilà. C'est un sujet, et des milliers de personnes travaillent là derrière, dans ce sujet. Des satellites, des quantités de satellites. Je ne sais pas, une dizaine entre ceux qui tournent et ceux qui sont au projet. Voilà. Ça est devenu un des grands chapitres de l'astrophysique, mais le pire, c'est que je parle trop maintenant. Michel, j'aurais une question. Est-ce vrai que l'équipe concurrente américaine avait des planètes dans ses données, mais ne les voyait pas parce qu'ils cherchaient des vrais Jupiter? C'est partiellement vrai. Parce que donc, on avait un groupe amis et concurrents de deux astronomes américains, Jeff Marcy et Paul Butler, qui travaillaient en Californie. Et, vous voyez, aussi un groupe très petit, hein, comme ça, et qui avait commencé bien avant nous avec une technique un peu différente. Et leur technique impliquait énormément de travaux à l'ordinateur, de réduction. Et parmi les étoiles qui suivaient, ils en ont analysé 25, il n'y avait rien. Et comme ils ont rapporté dans une conférence scientifique, non, il n'y a pas de Jupiter qui tourne autour des étoiles comme le Soleil. Et ils avaient plus d'objets dans leur file, leur fichier informatique, qu'ils n'avaient pas analysé. Évidemment, quand nous, on a publié notre objet, ça a été l'électrochoc. Et ils se sont rués pour réanalyser tout ce qu'ils avaient dans leur tiroir. Et là, en janvier, c'est-à-dire pas beaucoup de mois après, hein, ils annonçaient 2 planètes, une d'une centaine de jours de période, une autre de 1000 jours de période, qu'ils avaient accumulées avant, mais qui n'avaient jamais analysé leurs données. Voilà, de temps en temps, il faut un peu de chance. Alors, même question pour TRAPPIST-1 au final. Là, on parle carrément d'un système à 7 planètes. Je crois qu'il les a découverts quasiment simultanément. Et la question est évidemment pareille que pour 51 Pégasi B, qui était la planète qu'avait découvert Michel et Didier Queloz. Et donc, pour TRAPPIST-1, comment ça se passait plus récemment, puisque c'était 2015-2016? Ben en fait, depuis que je suis enfant, je rêve de trouver de la vie ailleurs, de chercher en tout cas de la vie ailleurs. Et donc, je me suis lancé dans l'astronomie vraiment avec cet objectif de trouver des planètes qui soient des exoplanètes, qui soient potentiellement habitables et pour lesquelles on puisse chercher des traces de vie avec notre technologie actuelle. Et après mon postdoctorat dans l'équipe de Michel à Genève, avec l'expérience que j'avais acquise, je me rendais compte qu'on ne pouvait le faire que si on se focalisait sur les toutes petites étoiles, donc des étoiles qu'on appelle des naines ultra froides, des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil, qui sont beaucoup plus fréquentes aussi. La nature, l'univers a tendance à faire des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil, mais qui étaient très mal étudiées, et notamment en termes d'exoplanètes. Et il y avait des modèles qui disaient ces toutes petites étoiles, elles n'ont pas assez de masse autour d'elles quand elles sont jeunes pour former des planètes comme la Terre, donc il n'y a aucun intérêt de chercher des planètes là. Mais néanmoins, c'était le seul endroit, on va dire, où on pouvait espérer faire des études atmosphériques de planètes et éventuellement trouver des traces de vie. Donc j'ai lancé un petit prototype sur le télescope TRAPPIST qu'on avait installé avec un collègue au Chili en 2010. Le but, c'était d'accumuler des données pour démontrer qu'on pouvait obtenir les précisions pour détecter ce genre de planètes, si elles existaient, sans prétention de détection, mais vraiment juste démontrer. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi en sciences. Pour financer un projet ambitieux, il faut d'abord démontrer que ça peut donner quelque chose. Donc le but, c'était de financer un projet plus ambitieux qui s'appelle Speculoos, qui existe maintenant, et oui, toujours des noms très belges, et de montrer que ça pouvait donner des détections si ces planètes existaient. Et en 2015, en analysant les données du prototype pour une des étoiles observées, à nouveau, il y a un facteur chance, c'est clair, qui intervient, là, parce que j'étais dans mon salon, ma fille Amanda venait d'aller se coucher, moi en regardant mes données, j'ai vu une petite chute de luminosité, ça ressemblait exactement à ce qu'on attend quand une planète de la taille de la Terre passe devant son étoile. Donc on se base sur une méthode qui s'appelle la méthode des transits, c'est-à-dire on observe une étoile, on observe son évolution de luminosité, de brillance, et quand la planète passe devant, l'étoile nous apparaît un peu moins brillante. Donc on ne voit pas la planète, on voit juste son effet sur la brillance du système, parce qu'il y a une partie de l'étoile qui est cachée par sa planète. C'est une petite éclipse en fait.
Et partant de là, on a réobservé ce système intensément et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de ces signaux qui ressemblaient à des transits. On est arrivé à 1 planète, 2 planètes, 3 planètes. L'année d'après, on pensait qu'il y en avait 4. Et puis, en fait, on avait tellement de transits qu'on ne parvenait pas à donner du sens à ces observations. On se disait, c'est pas possible, il ne peut pas y en avoir 42 000 de planètes autour de cette étoile. Donc, on a demandé du temps d'observation sur un télescope de la NASA qui s'appelle Spitzer, un télescope spatial qui nous a permis d'observer en continu de manière très précise. Et là, pendant 3 semaines, on a vu 34 de ces transits. On a pu relier tous ces transits aux planètes. On a pu déterminer à telle et telle planète. On a pu déterminer l'architecture du système. On est arrivé à 7 planètes. Et là, ça a été, oui, c'est un moment extraordinaire au niveau humain pour toute l'équipe. C'était juste extraordinaire. Mais l'excitation, elle a duré pendant 2 ans, on va dire. De la première planète à la 7e, c'est toute une aventure avec des tas de données. À chaque fois, il faut demander du temps d'observation, etc. Donc puis là, l'aventure ne se termine pas, parce qu'on va étudier l'atmosphère de ces planètes et enfin y chercher des traces de vie. Donc, et ça, c'est pour les années à venir, avec un télescope qui s'appelle James Webb, dont on va sans doute parler, et qui va nous permettre peut-être de déterminer si ces planètes sont habitables, voire habitables. Alors, Michel nous a décrit la méthode des vitesses radiales, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu nous as parlé de la méthode des transits. Il y a d'autres méthodes pour découvrir des exoplanètes. Peut-être, Michel, pourrais-tu en parler brièvement de ces 2-3 autres méthodes de détection? Oui, il existe des tas d'autres méthodes qui ont, en fait, il faut le dire, donné beaucoup moins de résultats, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes. Par exemple, vous savez depuis 1916 que les travaux de relativité générale d'Einstein ont montré que la lumière ne se propageait pas en ligne droite, mais quand elle passe à côté d'une masse, elle est légèrement défléchie. Et ce principe-là a été utilisé pour détecter des planètes. Si vous avez un champ d'étoiles très lointaine, très riche, il y a beaucoup d'étoiles, et sur la ligne de vue, vous avez une étoile qui passe. Si elle est parfaitement alignée avec une étoile du fond, eh bien, cet effet lié, démontré par Einstein, va faire que la petite étoile qui se trouve entre deux va agir un peu comme une lentille pour défléchir les lumières, et tout d'un coup, vous verrez dans votre télescope que la lumière est amplifiée d'un facteur qui peut être de 5, de 10, de 100, etc., d'après l'alignement, si c'est bien. Maintenant, imaginez que vous ayez à côté une planète. Vous aurez une sorte de double lentille qui deviendra un peu plus compliquée. Et le résultat, avec ce moyen-là, une sorte de télescope que la nature nous offre, eh bien, vous avez la possibilité de détecter des planètes. Voilà, c'est juste, ça devient un peu compliqué, disons comme ça, mais ça veut dire qu'on montre qu'on peut trouver par d'autres techniques des planètes extrasolaires. Il en existe encore d'autres. L'imagerie, regardez, la première idée qui vient, c'est de se dire, si on a autant que ça des planètes, il suffit de regarder avec nos très grands télescopes, de regarder des systèmes tout proches, et puis voir si on voit des planètes. Mais simplement, on oublie une chose, c'est que le rapport de luminosité, par exemple, entre le Soleil et la Terre, c'est 1 milliard, 1000 millions. Donc si vous êtes à une certaine distance et que vous voulez regarder le système solaire, eh bien vous êtes complètement ébloui par la lumière du Soleil. Alors maintenant, il commence à y avoir des travaux très intelligents où les gens conçoivent des systèmes optiques incroyables qui cachent la lumière pour voir ce qu'il y a autour de l'étoile, etc. Et il y a des premières images, mais pas les planètes qui nous intéressent. C'est des grosses planètes très loin, etc. Je ne veux pas décrier ces travaux exceptionnels de mes collègues, mais c'est un autre domaine que celui qui nous intéresse ici. On a peut-être d'autres techniques encore à proposer. Il y a la méthode qu'on appelle celle de l'astrométrie, en fait. Oui. Cette méthode est intéressante parce que déjà au 19e siècle, il y a un astronome anglais qui a annoncé une exoplanète, ce qui peut sembler surprenant, parce que la première détection, c'est 1995. Déjà, au 19e siècle, il y avait une détection d'exoplanètes qui s'est avérée fausse. Et cette méthode, elle repose sur le fait que c'est comme la vitesse radiale. Quand on dit qu'une planète tourne autour d'une étoile, en fait, l'étoile et la planète tournent autour du centre de masse du système, en fait. Et le mouvement de l'étoile, c'est le même que celui de la planète, mais il est beaucoup plus petit. Hein, c'est un cercle ou une ellipse.
Et en regardant une étoile, son mouvement dans le ciel, on pourrait déterminer qu'elle a un mouvement elliptique, et ça nous indiquerait qu'en plus de son mouvement par rapport aux autres étoiles, elle a une petite perturbation périodique dans son mouvement sur le ciel. Ça pourrait nous indiquer qu'il y a une planète autour. Et cette méthode, elle a conduit à plein de détections, mais toutes se sont avérées fausses. Alors on l'a utilisée pour quelques planètes connues pour mesurer leur masse absolue, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle va sans doute conduire à beaucoup de détections dans le futur grâce à une mission européenne qui s'appelle Gaia, qui est un satellite envoyé par l'Europe pour mesurer de manière super précise les mouvements, les positions, les distances à un très grand nombre d'étoiles proches. Mais voilà seulement qu'elle va conduire à des détections. Elle va notamment nous permettre de mieux comprendre, de mieux déterminer la fréquence des planètes comme Jupiter, comme Saturne, surtout comme Jupiter, et donc de mieux comprendre la fréquence des systèmes planétaires comme le nôtre. On sait qu'ils sont très peu fréquents, mais avec Gaia, on aura une meilleure idée de leur fréquence. Peut-être juste, restez alertés, lisez la littérature des prochains mois. Je suis sûr que le groupe Gaia va annoncer des planètes dans quelques mois. C'est totalement secret, mais on est entre nous, donc. Comme ça. Donc, je suis sûr que les premières détections par astrométrie vont venir. Donc, l'idée est très simple. Hein. Donc, si vous avez une étoile ici, vous avez une planète qui tourne, l'étoile, elle fait ça au milieu. Elle a un petit mouvement autour du centre de gravité. Et si vous voyez une étoile qui fait ça en position sur le ciel, eh bien, vous dites, si elle le fait, c'est qu'il y a une raison qu'elle le fasse. Et c'est parce qu'il y a, vous calculez et vous trouvez que c'est la masse d'une planète. Alors, juste peut-être un petit exercice. Le satellite Gaia a une précision de 10 micro-arcs-secondes. Donc, c'est une précision angulaire des angles. Alors, évidemment, comme vous ne savez pas plus que moi ce que c'est intuitivement 10 micro-arcs-secondes. Alors, imaginez une pièce de 1 euro posée sur la Lune et vous êtes capable de mesurer l'angle entre un bord et l'autre de la pièce de 1 euro. Ça, c'est 10 micro-arcs-secondes. Voilà. Ça, c'est juste pour donner la précision de ce qui est possible de faire actuellement en astrométrie. Incroyable, c'est incroyable parce que l'intuition nous dit qu'on n'arrive pas à faire ça. Alors, on rappelle que les distances sont telles qu'on ne voit pas ces fameuses planètes, du moins extrêmement peu par rapport à celles dont on devine et dont on conclut la présence. Est-ce que, avec des outils de plus en plus performants, vous pensez qu'on en verra de plus en plus à l'œil nu grâce à un télescope? Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes aimeraient voir cette planète. Je pense qu'il y a les ELT qui arrivent, des télescopes géants, qui vont nous permettre de détecter de manière directe, par imagerie, certaines planètes qui ressemblent de plus en plus à Jupiter, à Saturne. On dit qui sont très loin de leur étoile et beaucoup plus massives que la Terre. Maintenant, pour aller détecter des vraies jumelles de la Terre, on a besoin d'une mission spatiale. Il y a des concepts, notamment un concept qui s'appelle APEX de la NASA, mais ça n'arrivera pas avant une trentaine d'années. Si c'est financé, on parle de 30 milliards de dollars, donc c'est un projet très cher. Et lui, c'est un télescope avec un coronographe externe, donc un peu comme on peut observer la couche, l'atmosphère externe du Soleil, ce qu'on appelle la couronne dont la Lune passe devant. Le but, c'est d'avoir une lune artificielle qui vient se mettre entre le télescope spatial et l'étoile pour voir son environnement. Et là, les calculs disent qu'on pourrait détecter une jumelle de la Terre. Donc je pense que ça va se développer. C'est vraiment l'avenir de la détection d'exoplanètes et de l'étude des exoplanètes, et notamment sur de trouver des vraies jumelles de la Terre ou des étoiles comme le Soleil. Mais on n'y est pas encore. Et c'est pas à l'œil nu, hein? Oui. C'est une caricature, effectivement. Oui, on est bien d'accord. Bien, entre 1995 et aujourd'hui, est-ce que tu vois vraiment un changement énorme dans l'exoplanétologie? Je présume que oui. Et comment vois-tu la recherche exoplanétaire à l'avenir? Est-ce qu'on va dans une croissance exponentielle des découvertes dans ce domaine? Oui. Il y a 25-26 ans, on trouve 51 PEG, 51 Pégase B, qui est donc une planète d'abord qui n'est pas du tout comme on les attendait. Imaginons qu'on n'en ait pas trouvé d'autres après.
ça aurait fait plof, on n'en parlerait plus aujourd'hui. 2 mois après, il y en a d'autres qui sont découvertes, et après, ça devient la folie. Il y a beaucoup d'instituts qui se créent dans le monde qui étudient ça. Maintenant, on en est à plus de 5000. Mais plus que ça, il y a énormément d'instituts qui se créent dans le monde, des instituts dits d'exobiologie. C'est-à-dire, c'est des instituts qui groupent des compétences de biologistes, de chimistes, de géologues, d'astronomes, de physiciens théoriciens, de mathématiciens, qui essayent de travailler à la compréhension de ce que c'est la vie, de comment on peut la détecter, etc. Et c'est des milliers de chercheurs. Et donc, comment dire, non, je pense que je suis certain que ce n'est pas une idée temporaire, mais ça va occuper l'humanité pendant encore un temps énorme, parce qu'il y a tellement de potentiel de rêve qui se cache là derrière que ça ne va pas s'arrêter. Et en plus, c'est difficile. Hein? Il ne faut peut-être pas oublier que, comment dire, oui, on peut faire des choses incroyables, mais ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine qu'un groupe va nous dire, voilà, on a décoffé de la vrille. Ce n'est pas vrai, c'est plus difficile que ça. Donc, voilà. Donc, oui, je suis certain que la thématique de la recherche de la vie va dépasser le domaine des astronomes et va être, comment dire, un des énormes domaines, d'une manière générale, de la science pendant les je ne sais pas, beaucoup d'années, je ne sais pas combien, mais 50 ans, je ne sais pas combien. Alors, Michael, je tourne vers toi. Une petite question concernant un domaine un petit peu plus méconnu, mais quand même important, qui est la radioastronomie. J'ai souvent les mêmes exemples qui me viennent en tête, par exemple le projet ALMA au Chili, 67 antennes, je pense, peut-être, et le giga radiotélescope FAST en Chine. La radioastronomie, qu'est-ce que ça peut nous apporter en plus? La radioastronomie nous permet, en fait, la radioastronomie, c'est juste faire de l'astronomie à d'autres longueurs d'onde. Hein. Par exemple, on fait de l'astronomie dans la gamme de longueur d'onde de l'infrarouge, on fait un peu de l'astronomie différente. Donc ici, c'est juste à l'observer à des longueurs d'onde, ça correspond à des énergies encore plus faibles. On peut observer des objets plus froids, en fait, à ces longueurs d'onde. On peut observer des phénomènes qui sont liés à l'activité magnétique des étoiles. On peut imaginer peut-être détecter les interactions des planètes et des étoiles. Maintenant, il y a aussi tout cet aspect recherche de messages extraterrestres, donc ce qu'on appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un programme qui a été à un moment financé par la NASA, qui ne l'est plus, mais qui continue sous forme de sponsoring privé, qui écoute le ciel en espérant détecter dans tous les signaux qui nous viennent de l'univers un signal cohérent, intelligent, d'une civilisation qui essaye de communiquer avec nous. Et à ce jour, on n'a encore aucune trace de ce signal, mais c'est un domaine actif. Hein. Il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut SETI qui travaille sur le sujet. Et c'est pas des rigolos, ils font ça très sérieusement. Et peut-être qu'un jour, ce sera une découverte extraordinaire qui viendra de ce sujet de recherche. Mais à ce jour, il n'est pas détection. Alors, je pensais poser cette question plus loin dans notre discussion, mais au final, pourquoi pas maintenant? Il y a un programme qui s'appelle METI, qui a été d'ailleurs critiqué par le SETI. Le but de l'organisation était d'envoyer un message avec un code binaire, quelque chose assez complexe, vers une planète qui s'appelle Luyten B, donc qui gravite autour de l'étoile de Luyten. Est-ce que ça pourrait servir l'exploration spatiale de tenter d'envoyer des messages à cette potentielle civilisation extraterrestre, ou est-ce que c'est un petit peu du gadget? Comment dire? Je ne vais pas me brouiller avec mes collègues, mais comment dire? Malgré tout, ça me paraît quand même du gadget. C'est comment dire? Peut-être il y a un rôle peut-être symbolique, disons, qui se cache là derrière, de la même manière que la mission voyageur avait pris une plaque d'iridium, je ne sais pas, qui était gravée avec un monsieur et une dame, et puis quelques trucs symboliques qui montraient 1, 2, 3, 4 pour montrer qu'on maîtrisait l'arithmétique, et puis des choses comme ça, en se disant peut-être que des extraterrestres vont pouvoir la décoder, etc. Bon, ça fait beaucoup de buzz dans les médias. Pour moi, ce n'est pas de la science. Voilà, disons, la probabilité qu'une civilisation soit capable de l'intercepter et de la comprendre, voilà. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de mal, hein, donc de mettre une plaque gravée sur une fusée, c'est pas dramatique, hein, disons, il ne faut pas en faire un drame de ça. Donc moi,
Pour moi, la recherche de la vie, c'est d'abord la recherche de la vie élémentaire. N'oubliez pas qu'un unicellulaire, une bactérie, c'est déjà de la vie. C'est déjà un organisme de plusieurs millions d'atomes qui sont organisés pour gérer leurs échanges d'énergie et d'aliments avec l'environnement, d'avoir une enveloppe qui les protège de l'environnement, et ce qui est encore plus fondamental, sont capables de transférer l'information nécessaire à tout ce travail à leurs descendants. Ça veut dire qu'une cellule qui se scinde en deux transfère un énorme programme informatique pour dire comment continuer à vivre et à fonctionner. Alors évidemment, les organismes plus compliqués, ça, c'est encore plus compliqué, mais c'est la même idée. Et vous savez tous que, ce transfert d'information, qui est inhérent, qui est fondamental de la vie, c'est peut-être la chose la plus fondamentale de la vie, c'est le code génétique qui le réalise. Donc le code génétique, c'est vraiment pour moi l'essence même de la vie. Et pour nous, c'est absolument instrumental, c'est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les astronomes, ils cherchent des planètes rocheuses avec de l'eau liquide à la surface. Alors on dit, bon ben voilà quoi, c'est de l'anthropocentrisme, parce que la Terre est un caillou mouillé, on va chercher la même chose. Non, non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. L'ADN, c'est cette longue chaîne qui code la vie, eh bien, si vous la chauffez au-delà de 120, 150 degrés, vous la cassez et il n'y a pas de transmission de vie. C'est ce que tout le monde fait quand il stérilise des aliments. Quand vous refroidissez en dessous de moins 20 degrés, eh bien, la chimie de la vie est extraordinairement lente, il n'y a plus rien d'intéressant qui se fait. Donc, en gros, le domaine de l'eau liquide, c'est le domaine où la vie est possible par rapport à cette caractéristique fondamentale. Vous devez transférer tout le savoir-faire de la vie à vos enfants. Et ça veut dire que ça implique, vous ne pouvez pas fantasmer et chercher n'importe quoi, parce que trouver une autre manière de faire ça. Alors voilà, donc c'est juste pour dire que pour moi, la recherche de la vie, ce qui me passionne déjà, c'est plutôt de rechercher des signatures de la vie élémentaire. Imaginez qu'on trouve des altérations chimiques dans l'atmosphère des planètes qui nous disent la vie est à l'œuvre actuellement. Le problème de la vie intelligente, c'est un autre problème, un problème beaucoup plus compliqué. Les premières bactéries sont apparues sur Terre il y a 4 milliards, 3,5, 4 milliards d'années. Et pendant des milliards d'années, c'était qu'une vie élémentaire, absolument élémentaire. Et la vie complexe, alors je ne parle même pas de la vie technologiquement avancée, celle qui a envie de téléphoner, comme ça c'est rien du tout. Rien du tout. Donc, la démarche d'envoyer un signal à Leuten, je ne sais pas combien, c'est le nom d'une étoile, comme ça, pour espérer que quelqu'un, dans quelques dizaines d'années, reçoive ce signal, soit à même de répondre, moi, ça me paraît secondaire. C'est pas la démarche naturelle. Évidemment, on ne peut jamais exclure que ça marche, mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Déjà, cherchons les formes élémentaires de vie. C'est déjà énorme. C'est tout le problème, finalement, qu'est-ce que la vie? Est-ce qu'elle s'est développée que ici, sur cette planète, ou est-ce que c'est un phénomène automatique qui se passe dans l'univers quand les conditions sont favorables? Peut-être qu'il y a beaucoup de conditions, température, masse de la planète, etc. Mais si les conditions sont réalisées, est-ce que la vie va émerger? Et la vie, c'est déjà un petit organisme tout simple. Ce n'est pas nécessairement un organisme, intelligent, qui aime téléphoner, enfin, etc. Non. Donc, moi, c'est tout comme dans la vie. Il y a les gens qui gagnent leur vie en travaillant. Bon, ils ne gagnent pas beaucoup. Puis, il y a des gens qui achètent des billets à la loterie. Et puis, qui gagnent beaucoup, mais avec très peu de chance. Alors, ça, c'est deux différentes approches. Moi, je suis plutôt dans la première approche. Alors, dans ce registre, récemment, une équipe d'astrophysiciens qui a un petit peu développé la fameuse équation de Drake qui visait à calculer le nombre de civilisations extraterrestres intelligentes
a évalué dans la Voie lactée une trentaine de civilisations extraterrestres intelligentes sur base de l'âge du système, de plein de paramètres. Est-ce que tu juges, Mickaël, cette étude solide ou pas? Non, pas du tout, parce qu'il y a tellement d'inconnus. Donc maintenant, on peut quantifier le nombre de planètes qui sont potentiellement habitables dans la galaxie. On sait que la galaxie compte environ 300 milliards d'étoiles. Il y en a un dixième, peut-être qu'il y a une planète qui soit propice à la vie. Ça fait 30 milliards d'étoiles. Et puis, on ne peut pas aller au-delà, parce que la probabilité que la vie apparaisse, on n'en a qu'un exemple, on ne comprend pas comment la vie est apparue sur Terre. On ne sait pas à quel point il peut y avoir une sorte d'événements très peu probables qui soient intervenus dans la chaîne des événements chimiques et physiques qui est conduit à l'apparition de la vie. Donc on ne peut pas quantifier la probabilité que la vie apparaisse, on ne peut pas non plus vraiment quantifier la probabilité qu'elle évolue vers des formes de vie complexes, et encore moins qu'elle évolue vers quelque chose qui soit intelligent, technologiquement avancé. Donc il sort 30, je pourrais sortir 3000, je suis rien avec des chiffres, c'est juste jouer avec des chiffres. Donc voilà, je ne pense pas que c'est très robuste, je pense qu'il faut chercher tout azimut. Moi, je suis aussi pour chercher des civilisations extraterrestres, parce qu'on sait qu'elles pourraient exister, la preuve qu'on est là, mais il ne faut pas non plus se gaver d'a priori et sortir ce genre de résultats qui n'a aucune valeur. Alors on va revenir un peu plus proche de chez nous, plus proche au terre natif, aux alentours de 4 années-lumière. Récemment, on a découvert normalement une troisième planète autour de Proxima du Centaure. Elle a été découverte par la méthode de vitesse radiale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'instrument qui a permis cette découverte, qu'on appelle Espresso, et sur ce qu'on peut attendre de lui et de ses successeurs en termes de découverte et d'étude des exoplanètes? Oui, là, je me sens plus en domaine connu pour moi. Bon, comment dire, depuis 50 ans, donc ça, on a développé plusieurs générations de spectrographes qui mesurent les fluctuations de vitesse des étoiles. Et le dernier instrument qui a été réalisé dans cette série s'appelle Espresso, le chef de projet est italien. Voilà, donc, il y a Trappist, mais il y a Espresso, voilà. Comme ça. Et cet instrument, c'est un énorme instrument qui sépare les longueurs d'onde, qui est sous vide, hyper stabilisé, sous la montagne du mont Paranal, qui reçoit la lumière d'un télescope de 8 mètres de diamètre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le miroir qui a 8 mètres de diamètre, donc plus grand que la largeur de cette chambre. Il a la capacité de recevoir la lumière de 4 télescopes de 8 mètres en même temps, donc l'équivalent d'un seul télescope de 16 mètres, absolument incroyable, parce qu'il faut beaucoup de photons pour mesurer précisément la vitesse de ces étoiles. Et donc cet instrument a été mis en service il y a 2-3 ans, et c'est actuellement l'instrument le plus précis au monde, et il fait des découvertes remarquables. Et si on revient maintenant au problème de Proxima, alors, petite leçon d'astronomie amateur, dans l'hémisphère sud, il y a des étoiles qui sont très brillantes, qui s'appellent alpha du Centaure et bêta du Centaure, des étoiles comme le Soleil, mais relativement proches. Elles forment un système triple. Il y a une troisième petite planète qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Les deux autres, on les voit très bien. Celle-ci, elle est tout petite, mais elle est légèrement plus proche de nous, d'où son nom Proxima, la plus proche. Une étoile très, très, très faible aussi, un peu de la même famille que celle qui intéresse Mickaël, comme ça. Et il y a quelques années, avec un des instruments qu'on avait construit, ARPS, qui est au Mont Paranal, un groupe d'autres collègues ont réussi à détecter une première planète, et puis plus récemment une deuxième, ça c'est aussi avec Espresso, et puis maintenant avec ARPS, et puis une troisième avec Espresso. Donc on trouve toujours, il n'y a pas qu'une planète, il y a très souvent plusieurs planètes, et puis elle a un avantage, cette étoile, c'est que c'est la plus proche. Elle est à 4 années-lumière à peu près. Donc, c'est notre voisine, c'est la plus proche de toutes les étoiles. Et là, vous commencez à fantasmer, allez, on va y aller. Mais, on oublie que ça, c'est déjà quand même quelques millions de fois plus loin que la Lune. Je ne sais pas, 100 millions de fois la Lune, à peu près 100 millions de fois plus loin que la Lune. Donc, ce n'est pas vrai, on n'ira pas facilement. Alors, évidemment, vous pouvez essayer de rêver, est-ce qu'on peut aller prendre des photos là-bas? Alors, il y a un projet
un peu fou, comment dire, de prendre des tout petits miroirs avec un petit instrument qui contrôle tout ça, et puis on met des super lasers qui poussent ces petits télescopes. Mais moi, ça ne m'enthousiasme pas, comment dire. Un petit miroir qui passe à la vitesse de la lumière ou presque à côté, qu'est-ce qu'il va voir? Il ne va rien voir, quoi. Comme ça. Voilà, juste pour dire que, comment dire, il y a de temps en temps des effets comme ça qui sont peut-être pas très intéressants. Par contre, le fait qu'on puisse après étudier en détail l'atmosphère de ces planètes qui tournent autour de Proxima du Centaure, c'est fabuleux si on arrive, parce qu'évidemment elle est proche, donc on a quand même plus de moyens de l'étudier. Est-ce que je suis un peu trop un vieux grincheux? Pas du tout. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, Mickaël, je me tourne vers toi. Je me rappelle de notre première rencontre. J'arrive dans ton bureau, tout fou, cool, je suis devant la personne qui va découvrir les aliens, etc. C'est génial. Et puis tu m'as rappelé quand même que la prudence était de mise pour la découverte de vie ailleurs. Maintenant, est-ce que, avec les nouveaux instruments qui se développent, avec nos connaissances qui augmentent, est-ce qu'on peut se dire qu'on se rapproche quand même de cette découverte, de ce graal au final de découverte de vie extraterrestre? Et si oui, quelle voie te semble la plus prometteuse? Alors, la méthode des transits et des naines ultra-froides, je pense que c'est une piste prometteuse, mais on n'a aucune certitude que ces petites étoiles puissent vraiment abriter la vie, ni même que les planètes qui sont en orbite autour de ces étoiles aient une atmosphère. Donc, c'est l'inconnu total. On sait que ces planètes qui sont dans la zone habitable de ces étoiles, donc qui pourraient avoir de l'eau liquide à leur surface, elles sont autour d'une étoile qui émet pas mal de rayons X et UV, donc il doit y avoir une érosion atmosphérique assez forte. Elles sont tellement proches de leur étoile, parce qu'elle émet très peu de lumière, donc pour que les planètes soient relativement chaudes, elles doivent être très proches de l'étoile. Elles sont en ce qu'on appelle en rotation synchrone, donc elles montent toujours la même face à l'étoile, comme la Lune monte toujours la même face à la Terre. Donc c'est des environnements qui sont totalement non terrestres, on va dire. Vraiment. Donc, est-ce qu'elle pourra abriter de la vie? Est-ce que la vie pourrait se développer dans cet environnement? On ne sait strictement rien. Et même si ça peut arriver, pour qu'on la détecte maintenant, autour de Trappist-1 ou d'un autre système similaire, il faudrait que la vie soit extrêmement fréquente à l'échelle de l'univers. Parce qu'on va essayer, disons, tirer une carte dans un jeu de cartes, dans un très très grand jeu de cartes, puis on espère de trouver le joker direct. Et si ça se trouve, le jeu de cartes, il est vraiment énorme, c'est des millions de cartes, et puis il y a un joker dedans. Donc peut-être qu'il va falloir être très très patient. Maintenant, si la vie ne se développe autour d'étoiles comme le Soleil, ben là, on n'a pas la technologie pour aller détecter vraiment des jumelles de la Terre et surtout les étudier. On va devoir attendre que cette technologie se développe. On a parlé de la mission avec, de l'imagerie directe. Ça, c'est dans 30 ans, 40 ans. Et puis après, ben, il faut encore que la vie soit fréquente pour qu'on la détecte. Donc, c'est pas juste parce qu'on a des moyens pour la détecter. Et il faut aussi qu'on puisse arriver à la conclusion, elle est vraiment de la vie. Parce que ce qu'on va mesurer, c'est les compositions atmosphériques, avec des incertitudes assez grandes, parce que ces objets sont très loin. Et donc, à partir de là, il faut qu'on arrive à la conclusion, ce qu'on observe, ça ne peut venir que de la vie, et pas d'une activité géologique, d'une particularité de la planète, de sa formation, à l'histoire de la planète, sachant qu'on aura des éléments d'information très, très pauvres, en fait, vu la distance à ces objets. Donc, ça va être très difficile. On va apprendre petit à petit. Et je pense que même si on détectait de la vie maintenant, on ne pourrait pas dire, par exemple, on ne pourrait pas dire avec certitude, là on a détecté de la vie, ce serait probabiliste, il faudrait être très prudent, et il faudrait attendre que les observations ultérieures arrivent pour la confirmer vraiment. Mais si c'était le cas, si on détectait dès nos premiers essais de la vie autour d'une exoplanète, alors ça veut dire que la vie elle est partout en fait. Si on la détecte dès nos premiers essais autour d'une étoile très proche, alors ça veut dire que l'univers il regorge de vie. Ça, ce serait une découverte extrêmement profonde, ça changerait complètement notre vision de l'univers et de notre place dans cet univers. Alors, on va revenir un petit peu dans le présent. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette deuxième phase de la conquête spatiale qui illustre ce qu'on appelle le New Space, ces fameuses entreprises privées. Bon, un des plus connus, c'est évidemment SpaceX, lancé par Elon Musk. Déjà, ton avis sur ce New Space, Michel,
Et alors, au final, quand va-t-on aller sur notre plus proche voisine qui est Mars? Et est-ce que tu estimes les deadlines annoncées par notamment le programme Artemis comme logiques, ou est-ce que de nouveau on va les dépasser en échelle de temps? Bon, je suis incapable de répondre à ces problèmes liés au calendrier qui vont dépendre d'impératifs financiers, politiques des différents pays, etc. Bon, les ingénieurs spatiaux sont très optimistes que c'est possible. C'est compliqué, mais possible. Donc, d'aller sur Mars. Alors, juste, là, de nouveau, j'aime bien les petits calculs d'ordre de grandeur. La Lune, la lumière met 1 seconde pour aller de la Lune jusqu'à la Terre. Et il faut déjà quelques dizaines de minutes pour Mars, ça dépend où on va. Comme ça, donc c'est en gros, à la limite, disons, quelques centaines de fois plus loin. C'est juste ça? Ouais. 1000 fois plus loin si on est un peu pessimiste et tout. Si on va. Donc c'est loin, hein, c'est loin. Donc ça veut dire que le voyage implique d'être dans un spacecraft pendant longtemps, avec toutes les conditions que ça implique, après aller sur place, de rester sur place un certain temps, pour faire de l'exploration. Il y a des rayons cosmiques, il faut se protéger sous terre ou des rayons cosmiques. Donc c'est une belle entreprise, hein, c'est compliqué, puis après il faut revenir, comme ça. Moi je pense que ça fait partie du rêve de l'humanité. Chaque fois qu'il peut explorer quelque chose, il peut aller le plus profond possible dans les mers, le plus profond possible dans des grottes terrestres, au sommet de l'Everest, aller sur la Lune. C'est le prolongement de ce rêve d'exploration. Je trouve absolument fabuleux. Maintenant, où j'ai disons, de très très sévères critiques, c'est quand Elon Musk, pour ne pas le nommer, comment dire, voit ça comme un premier pas pour une émigration de l'humanité, et il rêve de 1 million de personnes dans un siècle sur Mars. Alors, comment dire, moi je ne peux pas adhérer à de telle idée, parce que l'énergie que l'humanité devrait faire pour envoyer 1 million de personnes sur Mars, dans un endroit complètement inhospitalier, le pire des déserts sur Terre est un paradis par rapport à Mars. Mars, il n'y a pas d'atmosphère, il y a 1% d'atmosphère irrespirable. Donc le sol est toxique, c'est comme ça. On ne peut pas, contrairement au film Le Sol sur Mars, planter des salades, hein, comme ça. Et si vous avez des notions d'horticulture ou je ne sais pas quoi, vous savez que, comment dire, le sol joue un rôle très fondamental dans la croissance des plantes. Parce qu'il y a toute une microfaune, des bactéries, des champignons, comme ça, qui collaborent à la croissance des végétaux. Donc vous ne pouvez pas aller planter vos salades sur Mars, sans parler de l'atmosphère. Donc voilà. Donc simplement, autant je suis enthousiasmé par l'idée de l'exploration, comme Apollo, hein, comme les missions Apollo qui sont allées là-bas. Par contre, pourquoi l'humanité devrait faire un effort pareil pour aller, comment dire, mettre un certain nombre de personnes sur Mars? Le coût d'une telle démarche est complètement prohibitif pour l'humanité et ne sert à rien, absolument rien. Elle est pas mal, cette planète, enfin. Comment dire, on a simplement qu'à la préserver et prendre un petit peu soin. Aller sur Mars n'a aucun sens, voilà, hormis l'exploration. Oui, donc sur base des propos de Michel, c'est vrai quand on entend parler de terraformation de Mars, c'est un petit peu absurde si je suis Michel. La terraformation de Mars, ça veut dire donner une atmosphère, créer des conditions habitables. Ça veut dire c'est vraiment de l'ingénierie au niveau planétaire, donc au niveau de l'énergie, des ressources qu'il faut remettre, et du temps pour le faire. Par exemple, ça veut dire faire fondre les calottes glaciaires de Mars pour créer une atmosphère. Je ne suis pas capable de le faire du tout, hein, donc c'est bien la science-fiction. Après le NOS, oui. Oui, mais le NOS va beaucoup plus loin que moi, sans doute, parce que je pense que même dans un siècle, on sera certainement incapable de terraformer Mars. Je pense que dans notre nature, on est des aventuriers, on est des explorateurs, comme Michel a dit. C'est dans notre ADN. Et moi, je pense que c'est immanquable. Une colonie sur Mars, c'est immanquable, parce qu'on peut le faire, donc on va le faire. L'humain a toujours agi comme ça. Il y a une colline, une montagne, on va y monter, on va y aller. Même si ça a l'air terrible, dangereux, on va le faire, parce que pourquoi
pense qu'on va le faire, même si c'est pas très intelligent de le faire, mais on va le faire, c'est immanquable. Mais rendre Mars habitable, donc ça c'est quelque chose qui n'arrivera pas, en tout cas pas sur des ordres de millénaires. On peut imaginer une humanité beaucoup plus technologiquement avancée, avec des ressources beaucoup plus fortes dans 1000 ans, évidemment, mais ça c'est la spéculation en science-fiction. Alors, on se rapproche de la fin de cette discussion. On va poser une question qui nous fait un petit peu rêver. Est-ce qu'un jour ce sera possible d'aller voyager vers ces systèmes exoplanétaires? Imaginons que dans quelques années, quelques décennies, on découvre la preuve de vie ailleurs. Bon, ben, est-ce qu'on aura la première réaction qu'on aura, c'est ben, voilà, on a envie d'aller rencontrer ces aliens, mais est-ce que c'est réaliste de vouloir y aller et de faire des recherches en ce sens? En septembre, lors d'une précédente conférence, on avait accueilli l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui lui émettait des hypothèses, par exemple, par rapport à l'antimatière, qui serait un excellent combustible, qui pourrait permettre à un vaisseau de se rapprocher de la vitesse de la lumière et d'aller voir beaucoup plus loin que notre système planétaire. Bon, évidemment, tout en étant conscient qu'on part là sur probablement des siècles au minimum. Est-ce que tout simplement les lois physiques permettront un jour d'aller à la rencontre d'autres potentielles civilisations? L'homme est allé, je me répète, l'homme est allé il y a 50 ans sur la Lune en 3 jours. La lumière met 1 seconde. Alors imaginons que les recherches actuelles liées aux exoplanètes fassent qu'on trouve une planète parfaitement habitable à 30 années-lumière. 30 années-lumière, à l'échelle de la galaxie, c'est une voisine. Hein, c'est vraiment une voisine. Une hypothèse hyper, déjà, certainement optimiste. Bon, voilà, on la trouve. Alors maintenant, je vous rappelle simplement que 30 années, c'est quelque chose comme 1 milliard de secondes. Donc, c'est 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Donc, ce n'est pas un petit détail de dire on est allé à la Lune, bon, on va aller là-bas. Hein. Non, ce n'est pas le même détail. Parce que alors, évidemment, d'abord, 30 années. Si vous allez à la vitesse d'Apollo 3, vous allez mettre plusieurs dizaines de millions d'années. Alors, évidemment, les optimistes disent qu'il suffit d'accélérer. Mais vous conduisez peut-être des voitures, ça, vous savez très bien que chaque fois que vous accélérez, vous consommez plus de benzine. Et si vous voulez augmenter l'énergie cinétique de votre vaisseau spatial pour aller de 11 km par seconde, ce qui était le cas d'Apollo, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, et déjà, ça vous prendra 30 ans, et en plus, il faudra ralentir, etc. Alors, déjà, même là, vous êtes parti pour plus d'1 siècle, comme ça, et, vous la prenez où l'énergie pour accélérer votre spacecraft? Impossible, impossible. Alors là, tu évoquais le problème de la masse, de l'antimatière. Actuellement, autant que je sache, il y en existe en astrophysique, mais c'est négligeable. Il n'y en a quasiment pas d'antimatière. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'on est assez bien ici. Et puis, je suis complètement, dans l'impossibilité de voir comment c'est possible d'aller sur une planète extrasolaire comme ça. Les distances sont trop grandes. Je vais juste vous donner un fait absolument établi. Il y a d'ordre de 200 ou 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. C'est beaucoup. C'est 200 000 millions d'étoiles. C'est gigantesque. Maintenant, vous imaginez tout ce monde à sa propre orbite. Elles ne sont pas toutes identiques. C'est une sorte de gaz, là, des étoiles et tout. Maintenant, vous mettez pendant 10 milliards d'années, en fait plus même. Donc, la galaxie, c'est peut-être pas plus de 10 milliards. Elle se tape jamais. Vous avez des 200 milliards d'étoiles qui se déplacent depuis des millions d'années, sans jamais, des milliards d'années, sans jamais se taper. Voilà. C'est juste pour vous dire, pourquoi je vous dis ça, c'est que le ciel, l'espace, c'est avant tout du vide. Il y a énormément de vide entre les étoiles. Et donc, c'est pas facile d'imaginer que vous quittez un système planétaire pour aller visiter un autre. C'est énorme, les distances sont énormes.
Voilà. Alors, je vous rassure, après le plat, il y aura une séance de questions-réponses. Mon problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai des astrologiciens près de moi, je suis prêt à passer toute la journée avec. Il y a les harcelés de questions, mais je vais éviter cette fois-ci parce que j'ai envie que vous puissiez prendre la parole. Je vais juste laisser Mickaël et Michel conclure chacun leur tour cette discussion. Moi, ma conclusion, c'est qu'on est passé, après des siècles de spéculation, de l'imaginaire, on est passé à la science. La science-fiction qui nous a parlé d'exoplanètes. Maintenant, la science nous parle d'exoplanètes et nous parle de recherche de traces de vie. On cherche de la vie activement dans le système solaire. Et au-delà, c'est juste une période extraordinaire au niveau scientifique, au niveau de l'évolution de nos connaissances, de notre compréhension de l'univers. On a beaucoup de chance de vivre à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. La question d'une vie ailleurs, sous différentes formes, elle existe depuis très longtemps. C'est vraiment une question fondamentale que se posent déjà les anciens grecs et sans d'autres mondes. Et là, les réponses, on les a maintenant. On est en train de vivre ce moment unique. Donc, même si vous n'êtes pas astronome, je vous encourage à vous intéresser à ce sujet parce que c'est vraiment un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et ça ne s'arrêtera pas. Michel, à toi pour la conclusion finale. Alors, moi, comme vous avez entendu parler, ça coûte cher tout ça. Comment dire, les observatoires, les missions spatiales, etc. Et la question que vous vous posez, à quoi ça sert? Si on ne peut même pas y aller. Alors, je vais simplement vous répondre à une chose, simplement à satisfaire notre curiosité. Alors, vous allez me dire, c'est un peu court comme réponse, comme ça. Simplement, on cherche à satisfaire cette curiosité depuis des millénaires. Et ce n'est pas du tout anodin. Comment dire, ça occupe une grande partie de l'activité de l'homme. Quand vous allez gratter des terrains dans le grand rift africain pour chercher une fraction de molaire de quelqu'un qui vivait il y a quelques millions d'années là-bas, il n'y a aucune application aussi haute que la curiosité qui est l'histoire de l'homme. Et dans le cas particulier de notre problème à nous, c'est aussi simplement satisfaire la curiosité de l'homme, comme ça. Et c'est fondamental. Alors j'allais dire même, c'est essentiel. Sachez qu'il n'y a encore pas très longtemps, les gens avaient peur du cosmos. Et chaque fois qu'il y avait une comète, on pensait que c'était un message de malheur pour les gens. Les gens étaient dominés par le cosmos et tout. Et déjà, rien que si on a pu déjà lever ce voile d'angoisse en disant non, ben voilà, c'est des corps, c'est des boules de gaz, c'est des rochers, etc. Déjà, rien que là, je dirais que c'est fondamental pour l'humanité. Et le dernier siècle, le XXe siècle, a été crucial, absolument fondamental pour l'humanité. Simplement, je vous raconterai, jusqu'en 1938, on ne savait même pas d'où venait le rayonnement du Soleil. Alors ça, c'est encore un tout autre sujet, mais juste pour dire que le XXe siècle a apporté des progrès incroyables dans notre connaissance des composants et de l'évolution de l'univers. Donc pour moi, curiosité, soyez curieux. Bien, déjà un grand merci, Mickaël et Michel, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que de toute façon, on va pouvoir vous applaudir déjà. Pour ma part, je vous souhaite un bon appétit. Et Mickaël et Michel reviendront sur le podium après le plat pour répondre à quelques-unes de vos questions et je passerai un jour pour vous donner le micro. Merci beaucoup.